Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Alors Alain, aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de plusieurs épisodes dans la série Regard où nous allons euh, faire, euh, on va partager un moment avec Alain Cagnati. Vous allez le découvrir, ce scientifique, ce chercheur alchimiste tu vas te décrire très vite. Je ne vais pas faire ta présentation, c'est toi qui vas te présenter. Mais on va aujourd'hui, en une vingtaine de trentaine de minutes, on va aborder le premier chapitre de ton livre Unification. Alors, je vais le mettre à l'image. Voilà, unification, qui est donc, on va carrément rentrer dans le livre, hein, on va aller voir chapitre par chapitre de quoi il retourne. Mais voilà, donc Alain, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, en quelques mots, c'est-à-dire une petite minute. Je dis ça parce qu'Alain, vous voyez, il y a beaucoup de livres derrière lui, et encore, on n'en voit qu'une partie. C'est Alain est bavard. plus que ça, c'est pas bavard, c'était un érudit. Moi, je te connais, et donc tu pars dans toutes les histoires. Alors, peux-tu te Ça présenter? m'arrive. On attend ta présentation. Donc, je me présente, Alain Cagnati, j'ai 60 ans depuis peu. Voilà, j'ai fait des études de physique et d'astronomie à l'université de Toulouse, Paul Sabatier. J'ai travaillé beaucoup pour la police nationale dans la cryptologie, c'est-à-dire l'art de coder, décoder des messages. J'ai fait environ 20 ans de cryptographie et d'informatique scientifique, on va dire, hein, d'aide aux enquêtes. Voilà. Et puis, depuis une douzaine d'années, je me consacre à l'étude de la physique et de la conscience. Et j'ai écrit ce livre, ça m'a pris quelques années. Et il est assez dense, hein, il est assez difficile à lire, j'en ai conscience. Mais bon, voilà, je ne peux pas Bon. écrire que des choses simples. Il y a des Donc, fois. Alain, on va démarrer dans ce livre parce que c'est vrai que moi, tu me l'as donné à lire il y a en cours d'écriture d'ailleurs. Tu étais en cours Oui, d'écriture il y a quelques mois. de finalisation du livre. Hein. Tu m'as demandé mon avis et mon humble avis, moi qui suis un artiste avant tout et qui ai des connaissances scientifiques, mais qui sont toutes faibles par rapport aux tiennes, ça c'est clair, et par rapport à ce qui est abordé, qui est très ardu. Pour le commun des mortels, c'est-à-dire 99% de la population ne va pas rentrer vraiment dans ce livre à cause des formules mathématiques, de la logique algébrique que tu développes et autres, mais comme tu abordes aussi beaucoup d'autres choses, et ce premier chapitre parle de la spiritualité, Oui. et pour faire comprendre en fait où tu veux aller, tu as cette capacité à nous amener dans des territoires extraordinaires de la pensée, et en particulier le domaine spirituel, et comme ici on a une émission qui traite de l'art, de la science et de la spiritualité, de l'articulation de ces trois thématiques, on va commencer donc sur la partie, le premier chapitre, hein, je vais le mettre à l'écran, le premier chapitre qui est donc celui de concernant, je vais aller directement à la table des matières, voilà, les grandes traditions spirituelles, vous voyez ici, voilà, tout ça, c'est le premier chapitre. On va essayer de l'aborder. Alors, c'est quelque part le chapitre abordable par tout le monde, donc on ne va pas y passer autant de temps, parce que après, vous voyez, dans le deuxième chapitre, là, ça rentre dans le dur. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des termes comme les topos de Grothendieck, qui est un grand mathématicien, mais tu vas nous faire comprendre ce que sont les topos de Grothendieck, l'algèbre de Clifford, mais en deux mots quand même, ce titre et ce livre, est-ce que tu peux, avant d'aller plus loin dans ce titre, unification, ça correspond à quoi? Alors, unification, c'est un terme plutôt scientifique, hein, de physicien, à vrai dire, hein, de physicien, mais aussi de mathématicien. Hein. Je peux montrer un ouvrage que j'ai ici, qui s'appelle L'unification des mathématiques. Hein. Donc,
toutes les doctrines de la connaissance cherchent au fond à s'unifier, hein, à avoir un principe commun. Et donc, ce terme vient plutôt de la physique qui cherche à l'unification des 4 interactions de la science physique: la gravitation, l'électromagnétisme, les interactions électrofaibles et l'interaction forte dans les noyaux des atomes, hein, entre autres. Ok. Voilà. Donc, en gros, tu vas parler de science, mais parce que tu es un érudit, comme je l'ai dit, un alchimiste même, et que la spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, Oui. tu l'as intégré à cet ouvrage qui se veut Oui. scientifique, qui aborde aussi les thèmes de la spiritualité. Alors, pourquoi ça s'imbrique, ça? Pourquoi tu parles de spiritualité avec de la science? Parce que déjà, bon, je m'intéresse aux 2 domaines, la science et la conscience. Peut-être un peu moins l'art. Mais la science me paraît, la science matérialiste des 200, 300 dernières années me paraît un peu bancale parce qu'elle n'intègre pas de manière fusionnelle le phénomène de la conscience, qui est pourtant, lui, aussi visible et palpable que ne l'est la matière. Même si la conscience, l'esprit ne sont pas visibles directement, on en voit les effets. Donc, j'ai voulu que les 2 puissent être intégrés dans une même théorie. C'est pas simplement ma volonté. C'est de grands physiciens ont déjà évoqué ça, et notamment Roger Penrose, hein, prix Nobel 2022, je crois, de physique, le dit. Tant qu'on n'a pas une théorie physique qui inclut le processus même de la conscience, alors il nous manque quelque chose dans la description du réel. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va aborder ce premier chapitre, comme on abordera les chapitres suivants dans les épisodes suivants. Le premier chapitre, tu as... alors, je vais mettre à l'image le livre. Alors, j'espère qu'on voit bien. Alors, j'ai peut-être un moyen de voir mieux à l'image. Ici, comme ça, peut-être, on a plus. Tu vas me dire, dis-moi. Oui, ça va, ça va. Voilà, unification vers une théorie physique de la conscience. Voilà. Donc, tu t'es présenté? Oui, tu t'es présenté. On va passer à la partie, à la table des matières, les grandes traditions spirituelles. Donc, il y a divers points là. Le premier, c'est la quête de l'unité. On va aller directement sur le, sur le document. Alors, ce livre est assez dense, effectivement, il est difficile à lire, hein, c'est le résultat de, on peut dire, presque 40 années de recherche passionnée, et je suis arrivé à une espèce d'unification, hein, au sens, une espèce de compréhension globale de l'ensemble des processus matériels. Mais justement, et immatériels. Là, on a une image là. Oui. Hein, je ne sais pas si tu vois. Oui, tout à fait. C'est cette image qui est très parlante en termes de. Oui. La perception de la réalité, quoi. Quand on parle d'unification, on est avec nos sens, on ne voit qu'une partie. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette image? Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, c'est une image qui est très ancienne, hein, qui vient de la spiritualité hindoue, et qui dit que, en fait, chaque personne, chaque individu ne voit qu'une partie de la réalité. Alors, il faudra distinguer ce qui est la vérité et ce qu'on perçoit de la réalité, hein. Alors, en gros, bon, là, pour cette image, c'est un ensemble d'aveugles, hein, des aveugles, mais qui touchent un éléphant. Un dit c'est une corde parce qu'il tient la queue.
L'autre tient une défense et il dit non, c'est plutôt une lance, hein, un bâton. Le troisième tient la jambe de l'éléphant, il dit non, c'est comme un arbre. Celui qui tient l'oreille de l'éléphant dit non, non, ça ressemble à une feuille, une feuille. Bon, c'est fin comme une feuille. Mais en fait, c'est le regard de chacun de ces aveugles, le regard tactile en l'occurrence, hein, c'est l'ensemble des points de vue de chacun de ces aveugles qui crée ou qui représente l'objet réel qui, lui, est l'éléphant. Et donc, en fait, nous, les humains, on ne perçoit qu'une infime partie du réel. Alors, je distingue la réalité, c'est-à-dire ce que l'on vit, et le réel qui serait sous-jacent. Hein, les aveugles tiennent des morceaux de la réalité, mais le réel, c'est l'éléphant. Voilà. Et c'est issu de la sagesse indienne d'il y a plusieurs millénaires. Donc, ils avaient déjà compris ça, les mystiques, les religieux, les sages, avaient déjà compris qu'on n'a qu'un point de vue partiel sur les choses. Ça, c'était intéressant. Là, cette deuxième image, elle ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait. Elle fait état, celle-là, de la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire on a l'impression que les particules, les particules atomiques, subatomiques, sont à la fois des objets physiques réels, durs, comme des boules de billard, et puis ça a un caractère ondulatoire. Alors ça, c'est les joies de la mécanique quantique. Donc là, par exemple, un objet peut être vu sous deux aspects différents, un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire, mais le véritable objet, là, c'est le petit cylindre gris. Voilà. Ça, c'est le réel. Hein, c'est comme ça. Et là, alors là, on revient d'une façon plus moderne. Hein, vous voyez, c'est un graphique moderne qui décrit la vérité. Alors, truth, c'est la vérité. Moi, j'appelle ça le réel, c'est-à-dire ce qui est vraiment fondamental en soi dans le monde. Et les autres ne sont que des projections. Les autres, une partie est vraie, une partie est vraie, une partie est vraie, alors qu'on voit un carré, un triangle et un rond. Certains pourraient comment dire, mais non, on voit pas du tout la même chose, ça n'est pas vrai. Ta réalité n'est pas la mienne, ou ta vérité n'est pas la mienne, mais non, ta vérité est partielle. Voilà. Donc il y a une notion de, c'est l'ensemble des vérités qui va faire la vérité plus forte et plus structurée, quoi. Voilà. Alors, la voie de l'alchimie, Franck, tu es toujours là? J'entends plus Franck, donc je continue. Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi je m'étais sorti des yeux, mais je suis bien là. Et justement, ma question, c'était, toi, tu es un alchimiste. Alors, tu vas nous parler de la voie de l'alchimie, mais en plus d'être scientifique, tu es aussi alchimiste. Et avant ça, d'ailleurs, je disais que ton livre est très, très illustré. Hein. On n'en a pas parlé, mais c'est un livre grand format. Oui. Grand format, justement, qu'on puisse voir les illustrations. Peut-être tu peux nous le montrer à l'écran. Oui, il est assez gros, enfin, disons assez... épais. C'est un assez joli objet, l'objet imprimé. Comment ? Attends, je vais... Montre la couverture. La couverture est cartonnée, bon. Non, mais montre-le face à nous, comme si tu voulais présenter, qu'on le voit en entier, non, recule, qu'on voit la taille, voilà. Comme ça, on se rend compte un peu de la taille du livre, voilà. Par rapport à ta tête, même plus proche de toi, qu'on voit. Oui, bon, très bien, parfait. Donc, est-ce que tu veux bien donc reprendre, c'est pas avec moi que je voulais faire les choses. Pardon, Alain, je te mets à gauche. Non, voilà. Donc, on reprend plutôt ici comme ça. Cette voie de l'alchimie, pourquoi tu as introduit ce chapitre-là? Qu'est-ce que ça a à faire dans ce livre? Parce que je suis à la fois scientifique
et alchimiste. Et les deux ne sont pas incompatibles. Je suis assez unifié, si on peut dire. Je suis pas schizophrène, je n'ai pas un dédoublement de la personnalité. Je suis scientifique de formation, rationaliste, cartésien. Je sais faire des mathématiques, je sais programmer, donc je suis cryptologue. Et quand on est cryptologue, il faut être très précis et carré. Maintenant, j'ai travaillé et étudié aussi l'alchimie. Et comment je définis l'alchimie? L'alchimie, c'est une voie de connaissance, un cheminement vers la connaissance, mais plus intérieur. C'est-à-dire, c'est la science étudie l'extériorité des choses, visibles, souvent, la matière. Et puis, la conscience et l'alchimie que je mets dedans étudie plutôt les états intérieurs, l'intériorité, et donc des phénomènes évidemment moins visibles, qui paraissent plus subjectifs. Mais quand on vit des expériences qu'on peut partager avec d'autres, on s'aperçoit que on raisonne tous de la même façon, on observe les mêmes choses, même si elles sont intériorisées et exprimées par des mots, on arrive à se mettre d'accord sur ce que l'on ressent et ce que l'on vit, ce qu'on expérimente dans la vie. Et l'alchimie, c'est une voie de connaissance plus intérieure, mais aussi valide que la voie scientifique. Vraiment, j'insiste sur ça. Bon, donc là, ici, cette voie de l'alchimie, alors on va avancer parce que tu abordes ensuite donc là, tu viens nous en parler de cette transdisciplinarité. Non, j'en ai pas parlé encore, mais, ça fait partie des voies de connaissances qui ne sont pas spécialisées. Il s'avère qu'au Moyen-Âge, dans les universités, il y avait 8 à 10 spécialités, la médecine, les mathématiques et l'astronomie. Et voilà, il y en avait même que 4 au départ chez les Grecs. Il y avait l'arithmétique, l'astronomie, astrologie, ça se ressemblait. Il y avait la philosophie et puis la géométrie. Il y avait 4 formes de connaissances à avoir. Au Moyen-Âge, il y avait 6 ou 8 spécialités. On est arrivé dans les universités mondiales à 6000 spécialités. C'est-à-dire, on finit par dire, à force de tout savoir sur un sujet très, très infime, on finit par savoir presque rien sur presque tout. C'est une façon de dire que l'hyperspécialisation ne permet pas une compréhension globale. Voilà. Donc, il faut faire de la transdisciplinarité, il faut étudier plusieurs disciplines et y trouver des éléments d'unification, des éléments invariants ou des structures qui, elles, semblent traverser chaque discipline. Transdisciplinarité. C'est une méthode initiatique aussi. Alors, on va avancer dans le livre. Et ici, on est au chapitre, toujours dans le premier chapitre sur les grandes tendances spirituelles. Comment tu l'as intitulé? Les grandes traditions, les traditions spirituelles. Oui. Avec un grand T, tradition. Voilà, là on commence à voir que tu relis un peu des choses un peu mathématiques à la spiritualité. Alors, c'est pas toi qui le relis, mais tu vas prendre la primosophie, cet exemple, pour montrer de quelle manière on utilise. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as voulu? Pourquoi tu as mis ça? La primosophie n'est pas mathématique. C'est plutôt de la spiritualité. La primosophie, c'est un exercice de numérologie, mais elle ne fait pas appel directement à la rationalité. Elle fait plutôt appel à la symbolique, c'est-à-dire elle va scruter
des résonances symboliques. Voilà. Voilà. Il faut pas dire, enfin, c'est pas une science au sens des mathématiques ou de la physique théorique, hein, mais c'est une voie intéressante. Alors, je dirais amusante parce qu'elle est sujette à étonnement, c'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup cette primosophie, ça m'a, mais ça fait appel plutôt à son intuition plutôt qu'à des raisonnements mathématiques hyper rigoureux, hein. Donc, je la mets plutôt dans la spiritualité, c'est-à-dire un appel à l'intériorité, aux résonances intuitives, symboliques. Faut pas y voir une démonstration. Ce que je fais dans le chapitre 2, oui. Les algèbres de Bon, Clifford, alors là, justement, hein? en fait, là, on est en train de voir que tu nous amènes petit à petit, j'ai l'impression, avec la primosophie en particulier, mais pas que, Oui. avec cette numérologie et autres, que la science et la spiritualité ont beaucoup de liens, hein, c'est ce que je comprends. La C'est-à-dire science et la spiritualité sont deux voies de connaissance, deux façons d'aborder la connaissance un peu différentes. là, on voit le Allez, nombre d'or, par exemple. comment? Le nombre d'or, c'est... Alors, le nombre d'or, là, voilà. c'est ce que tu dis à les Grecs, hein. Les Grecs ont découvert le nombre d'or, hein, la suite de Fibonacci, etc. C'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée, hein, souvent. Et ça, c'est déjà, là, on est dans les mathématiques, les vraies. Oui, mais on reste aussi dans la spiritualité. Alors oui, parce que cette mathématique assez simple, hein, c'est pas très compliqué le nombre d'or à comprendre. On peut comprendre ça en troisième, hein, en classe de troisième. La suite de Fibonacci, alors là, elle est enfantine, hein, on ajoute des éléments, mais Donc on le nombre d'or, s'aperçoit, on l'a ici, le nombre d'or. voilà. Le nombre d'or, il peut être défini par le ratio A sur B doit être égal Qu'est-ce que ça à... veut dire ça concrètement? Parce que moi, je crois, le Panthéon, par exemple, je ne sais pas si tu en parles là, si tu peux nous en parler. Les rapports, les Grecs utilisaient beaucoup le nombre d'or dans la construction de Oui, leur bâtiment. Mais oui, qu'est-ce que oui, ça oui. veut dire, par exemple, sur un pilier, il doit faire quelle taille pour être dans le nombre d'or? Bien, Comment tu fais s'il ce fait calcul? 1 mètre de large et qu'on le veut dans le rapport du nombre d'or, hein, phi, Ouais. le grand phi, la Mhm. lettre grecque, alors il doit faire 1 m 60, 1,618, Et alors, un comment tu mètre fais ça? Si, 60 et ça disons, donne, pour comprendre, parce que moi, je ne suis pas aussi rapide que toi, loin de là. S'il doit faire 1 mètre de haut, s'il doit, de large, c'est le B. Hein, et c'est il faut levé savoir. à 1 m 60 de haut. Et là, il est dans le rapport, un rapport qu'on juge harmonieux, que les Grecs appellent le nombre d'or. Mais C'est, attends, mais j'aimerais oui, comprendre le calcul, parce que là, je n'ai toujours pas compris. C'est-à-dire qu'il fait 1 mètre de large, c'est B, et on ne connaît pas le A. Donc, oui. on trouve On veut comment que le A? A divisé par B, le rapport de deux longueurs, c'est un Oui. nombre sans dimension, A sur B Ah, doit on l'a être, après. A sur B, égal A à égale à A quoi? plus B sur A. Voilà, on veut que ces deux ratios soient les mêmes. D'accord. Voilà. Euh, Et ça résout une équation du second degré, hein, en x au oui. carré Et plus c'est là b. où je suis, parce que moi je l'ai fait, j'ai fait un peu de mathématiques jusqu'au bac, et après j'ai pas été beaucoup plus. Oui, oui, j'ai fait 2 ans de plus, mais comment dire, moi c'est vieux tout pour moi tout ça. Donc là, le Oui, nombre d'or, si je veux me le calculer à la main, tout seul, tranquillement, ou comment je fais, si je veux fabriquer un objet dont les proportions sont liées au nombre d'or, là avec ça on peut le faire. Donc oui, mais avec quelle formule? Celle-là, là, ici? La oui. petite formule qu'on en a? A Où plus B tu sur A écris égale... le nombre d'or, phi, au carré, est égal à phi plus 1. Voilà, c'est Ah, l'équation qu'il faut résoudre. Alors, elle est soit où? tu sais le faire parce que tu sais résoudre une équation du second degré, Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Bon. soit OK. tu prends la formule 1 plus racine de 5 sur 2.
Et dans la spirale de Fibonacci, on a le nombre d'or aussi. Ici, on a la Oui, spirale. alors, oui. La spirale de Fibonacci, elle est définie avec le nombre d'or. C'est-à-dire D'accord. que Bon, on va pas faire un cours sur le nombre le d'or. dessin, il faut s'y pencher dessus. Je peux. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi ce nombre d'or? Déjà, or, pour un alchimiste, la quête de l'or, souvent l'or matériel, hein, l'or précieux, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas cherché à fabriquer de l'or, mais je suis tombé sur le nombre d'or. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est une alchimie plus spirituelle, plus elle travaille sur les nombres, sur les mathématiques. Ce que je veux dire, c'est que tu avais à l'écran des images. On retrouve Je dans les des remets. fleurs de tournesol, dans des coquilles d'escargots, des coquillages. On retrouve des formes en spirale. Et on s'est rapidement aperçu que la suite de Fibonacci se trouvait, si on mesure, on trouvait. Et c'est en ce sens que c'était assez magique. Hein, c'est assez magique le nombre d'or. Hein. Quand on s'y frotte régulièrement, on est assez étonné de ses propriétés et on en découvre de nouvelles assez. Et on découvre ce nombre assez souvent dans beaucoup de sujets. On retrouve le nombre d'or et des Dans, structures en spirale, etc., etc. Bon, il y a des livres entiers sur ça. Hein. dans la Alors là, conjecture tu es passé à un autre de sujet. Syracuse, c'est Alors, un autre sujet. C'est pas le oui, nombre d'or, c'est ça. Hein, non, d'accord. non. Là, je décris, alors c'est hors sujet, on pourrait dire c'est hors sujet, mais c'est mon cheminement personnel. Je me suis beaucoup intéressé à cette conjecture de Syracuse qui est exprimée de façon extrêmement simple et qui génère une espèce de complexité. Personne n'a su encore démontrer la conjecture de Syracuse. Mais en travaillant avec un ami qui s'appelle Gilles Louise, qui lui a vraiment une très belle analyse de la conjecture de Syracuse, je crois qu'il l'a démontré de mon point de vue. On ne l'a pas encore officiellement, enfin, il n'a pas réussi à le publier officiellement parce qu'il ne fait pas partie d'aucune université connue, il n'a pas de moyens, en tout cas officiels, de le publier, mais je pense qu'il a démontré que la conjecture de Syracuse est vraie. Si tu déroules un peu... Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette conjecture, en fait? Alors, Parce que là il il faut faut bien lire... comprendre que tu t'adresses à des gens, oui. moi et nos auditeurs, ils ne sont pas tous, la grande majorité n'est pas formée donc, en mathématiques. Donc, oui, mais la conjecture de Syracuse, il n'y a pas de mathématiques dedans. C'est tout bête. Elle raconte quoi, cette conjecture? La conjecture de Syracuse, c'est un petit exercice que s'est posé un mathématicien dans les années 30 ou 40, j'ai plus souvenir, hein, je le dis dans le livre. Pourquoi Syracuse? Parce que ça a été évoqué dans une université américaine à Syracuse. C'est pas la ville de Sicile, c'est une université américaine, mais c'est aussi la conjecture de Collatz, le premier mathématicien qui en a parlé. C'est un jeu mathématique qui, vous prenez un nombre au hasard, un nombre entier, s'il est pair, vous le divisez par 2, s'il est impair, vous le multipliez par 3 et vous ajoutez 1. D'accord. Et vous réitérez l'opération. Vous réitérez, tant que le nombre est pair, vous le divisez par 2, tant qu'il est impair, vous le multipliez par 3, vous ajoutez 1. Alain, À un là, moment, je comprends, oui, je te coupe parce que là, on ne va pas essayer de comprendre la conjecture de Syracuse. Non. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est tu as mis, et ce que je viens de voir là, si je remets ça, oui. c'est que tu as
ici, en fait, tu as introduit cette conjecture de Syracuse parce que tu as fait Oui, une découverte assez. c'est ça. Je crois que c'est ça l'important. Oui, 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 c'est C'est ça. pas la conjecture de Syracuse en Non, soi, non, c'est non. que tu as La fait un lien. conjecture, vous allez Tu as sur fait Wikipédia. voilà, on peut très bien, si on veut se connaître cette conjecture. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu nous as amené quelque chose, quelque Oui, part. Tu as créé oui. un lien entre la suite de Fibonacci et cette fameuse conjecture de Syracuse. Alors, quel est Oui, ce lien? Ou est-ce qu'on peut en parler d'une manière grand public, hein, oui. sans rentrer dans le détail mathématique, parce que c'est Non, pas non, il ça n'y a qui pas de mathématiques. Vous l'avez sous les yeux. c'est pas des C'est pas, il mathématiques, y a pas. c'est quoi ça? Un graphe? Non. Non. Euh, alors, soit j'explique que j'ai trouvé la suite de Fibonacci dans la conjecture, dans le problème de la conjecture de Syracuse, mais ça, je ne l'explique que parce que c'est mon cheminement intellectuel et ça m'a réjoui. Ce que je veux exprimer là, c'est euh, l'immense satisfaction que j'ai eue à un moment de trouver, de faire un lien, hein, un véritable lien entre la conjecture de Syracuse, problème mathématique largement exploré, et la suite de Fibonacci que personne, me semble-t-il, n'avait vu. Et si vous voulez le comprendre, vous lisez juste le petit graphe qui est là et l'explication. Je pourrais le réexpliquer, mais ça, enfin voilà, on pourrait en faire presque une vidéo si tu veux. Hein. On pourrait faire une vidéo. Je l'écris, on pourrait écrire un livre sur la conjecture de Syracuse. Mais Bien. je le mets là parce que je suis assez content de l'avoir trouvé et donc c'était, semble-t-il pour moi, une sorte de préparatif à la joie d'une découverte qui viendra au chapitre 2. Voilà. Ah, Donc d'accord. je crois que je l'ai écrit. Hein. Mais Oui, oui, oui. c'est super de trouver un lien entre des domaines aussi distants que la conjecture de Syracuse et la suite de Fibonacci. Ah, Personne, voilà. à ma connaissance, allez sur Wikipédia, il y a une page Mais assez longue. euh, Oui, ce lien la, que tu as trouvé entre la conjecture de Syracuse oui, et la suite de Fibonacci, oui, est-ce que ça nous éclaire ou est-ce que ça permet d'éclairer la thématique générale de l'unification? oui. On peut dire ça puisque deux problèmes qui paraissaient très éloignés les uns des autres sont unifiés et dans la série de dans la conjecture de Syracuse, je les confonds, hein, pardon, dans le processus de Syracuse, on voit apparaître la suite de Fibonacci. C'est rigolo. Enfin, c'est D'accord. rigolo. Il y a un grand auteur qui s'appelle, tu sais, celui qui a écrit Umberto Eco. Umberto Umberto Eco, Eco a écrit le un livre, pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, où en gros, ce qu'il explique, c'est que tout est relié. Euh, et alors lui, c'était pas un physicien, ni c'était un scientifique, mais un chercheur en Un histoire. sémiologue, je crois, Un, hein, un un spécialiste du sémiologue. langage. Ah oui, c'est un peu le héros c'est Langdon dans Dan Brown, dans les livres de Dan Brown qui écrit le Da Vinci Code et autres choses comme ça. C'est le sémiologue. Voilà. Oui, un Et donc, sémiologue. toi, en fait, tu as relié, tu donnes du sens à des choses qui sont séparées, tu les relis entre elles. Oui, Et là, quand on va un peu plus loin, là, ici, dans le quand on avance là, on se rend compte que tu relis aussi d'autres choses. Là, après, qu'est-ce que j'ai oui. alors voilà, ici, ça c'est le fameux, une représentation. Qu'est-ce que c'est cette figure-là? Alors, ça aussi, c'est une petite découverte un peu fortuite, mais amusante. C'est que le nombre d'or, mais là, par contre, il y a d'autres mathématiciens qui avaient fait ce rapprochement entre le pentagramme
le pentagramme, donc la forme à 5 côtés, et le nombre d'or. Il y a des relations qui sont connues. Les Grecs savaient ça. Mais là, je l'ai transcrit dans une sorte de plan complexe. Le plan complexe, c'est les nombres complexes. Comment? Oui, qu'est-ce que c'est les nombres complexes? Les nombres complexes, c'est des nombres. On connaît les nombres entiers, en gros. Ensuite, les rationnels, c'est-à-dire ceux qui sont la division de nombres entiers entre eux. Les irrationnels, qu'on ne peut pas écrire précisément sous forme de ratio. Rationnel, ça veut dire ratio. Et ensuite, on étend les nombres aux nombres réels, c'est-à-dire lisses. Ça donne c'est ce qui définit la droite complexe. Il y a des points partout. Elle est infiniment dense. Il n'y a pas de trou dedans. Et ensuite, il y a une extension qu'on appelle l'extension complexe, qui s'appelle en mathématiques une clôture algébrique, c'est-à-dire on peut résoudre on peut résoudre tous les polynômes, toutes les équations polynomiales de degré jusqu'à 5, je crois, enfin, je me souviens. Et les nombres complexes, c'est des nombres qui sont la composition d'une partie réelle et d'une partie qu'on appelle imaginaire. Mais imaginaire, le nom est assez bien choisi, cela dit. C'est des nombres, par exemple, i, l'unité des nombres imaginaires, quand on l'élève au carré, curieusement, il fait -1. Alors que quand on est en cinquième, en quatrième, jusqu'à en seconde, en première, au collège, au lycée, pardon, on nous dit, attention, quand vous multipliez un nombre par lui-même, ça fait forcément un nombre positif, même si ce nombre au départ est négatif. Bon, et donc, là, les nombres Alain, oui, Alain, oui. On ne va pas aller trop loin parce que là, tu rentres dans ton univers des mathématiques, de la physique. Je ne vais pas très loin, je suis en seconde. Oui, mais quand même, je veux dire, mets-toi à la place des gens tout à fait. qui trouvent, et j'en fais partie, que tout ça est abstrait. Et toi, justement, tu as fait un livre très concret, et c'est ça que j'aimerais montrer, c'est-à-dire qu'ici, si on descend un petit peu dans le livre, on se rend compte que l'image d'avant, qui était très mathématique, a été reprise par des artistes comme Léonard de Vinci. Oui. Et à gauche, alors tu peux nous décrire un petit peu ces deux illustrations. Pourquoi tu l'as introduit? Tu as fait un rapprochement avec ce que. Parce que Léonard de Vinci était aussi un mathématicien physique. Il avait des belles notions. Un ingénieur, disons. Léonard de Vinci, c'était un ingénieur artiste, d'abord un immense artiste, un ingénieur extrêmement productif. C'était pas vraiment un mathématicien, je dirais, mais il associait son art et la compréhension des. Dis-nous un peu, quelle est cette. Tu peux nous décrire un peu pourquoi tu les as mis là? Pourquoi parce que des nombres complexes, du pentagramme, du nombre d'or, pouf, on a ça. Oui, mais parce que je définis le nombre d'or dans un pentagramme, mais dans le plan complexe. Ça, c'est simplement des maths pas très compliquées. Et donc, je fais encore une fois, c'est mon cheminement intérieur, mon cheminement de compréhension. Et à ce moment-là, je commence à comprendre pourquoi Da Vinci a produit l'homme de Vitruve. Donc, on voit bien qu'il y a 5 éléments, 2 pieds, 2 mains et la tête. Donc, il a compris toute la symbolique. Là, on est dans le symbolique. C'est pas la connaissance mathématique ou rationnelle pure. Mais tu dis que c'est un rapport avec le pentagramme qu'on a vu là. Un pentagramme, il y en a là, deux. Il y a 2 pentagrammes. Il y a 2 pentagrammes. Et là, là il y a où? Là, on est passé dans le symbolique. C'est-à-dire, il y a 2 niveaux de connaissance, une connaissance intellectuelle directe, on comprend ce qu'est un pentagramme, c'est une forme géométrique. Non, mais là, moi, je ne le vois pas à droite. Je vois le pentagramme à gauche, dans la figure de gauche. Je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5
flèches, quoi, 5 pointes. Oui, Donc point. à droite, dans l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, je ne vois pas je vois beaucoup plus je vois Oui. pas un Alors, pentagramme. compte Comment 2 tu dis? pieds, 2 mains et la tête. Ça fait 5. Et Ah, là, d'accord. on appelle 5 le chiffre de l'homme. Mais là, on est déjà passé dans le symbolique. Il ne faut plus essayer d'intellectualiser. Il faut en comprendre l'essence, hein, mais c'est plus difficile. Hein. La D'accord. connaissance symbolique est plus subtile, mais quand on commence à la percevoir, on en sent toute. C'est comme si on en sentait l'énergie, quoi. Hein. Bon. Difficile d'expliquer le symbolisme comme ça. Il faut le vivre. Il faut le vivre, le Bon, symbolisme. en fait, là, on se rend compte que Oui, tu nous fais, quand on lit ton livre et qu'on suit ton livre, on suit ton raisonnement, en fait. On oui, suit oui, oui, s'est passé oui. pour que tu arrives, parce qu'après, on va dans le chapitre 2 aborder la quintessence de quelque part d'unification de Oui. ton Alors, unification. là on est dans la partie spirituelle encore, la première Oui, partie oui, oui. spirituelle, alchimique. Donc, Donc, on est dans ce qui. oui, le yin et le yang, là, tu abordes Ça, c'est ce point-là. fondamental. Ah, est-ce que tu peux développer? Est-ce, attends, on peut couper, quelqu'un sonne à ma porte. Ah, bien sûr, bien sûr. Je Hein? vais mettre. Merci. Ouais. Je dois. Bon, on a eu une petite interruption, Oui, excusez-moi. On a eu une petite interruption, mais cette interruption était intéressante parce que tu es allé chercher, en fait, tu as reçu le premier exemplaire, Oui, un exemplaire qui est diffusé sur Amazon. Amazon, c'est ça. Donc, tu te l'es commandé à toi-même pour voir comment ça fonctionnait. Voilà. Et ça arrive très vite, en quelques jours. Il est conforme à ce que je voulais. Donc, voilà. C'est mon premier exemplaire. Très Et je me bien. le suis acheté à moi-même. Très très bien. Donc on va reprendre où on en était, c'est-à-dire on s'était arrêté sur cette idée je vais essayer de Oui, retrouver on la était personne. sur l'image du pentagramme et l'homme de Vitruve. Voilà, on était là. Voilà. Et donc cet homme de Vitruve et ce pentagramme à gauche, qu'est-ce que c'est cette figure Alors, c'est une étoile kabbalistique. C'est une étoile qu'on étudie dans la Kabbale. La Kabbale qui est l'ésotérisme juif. Hein. Ah, Il y a un d'accord. ésotérisme chrétien, un ésotérisme juif, un mysticisme de l'islam aussi, qu'on appelle les soufis. Donc, c'est l'essence ou la profondeur, le mystère qu'on étudie dans chaque religion. Et au fond, qui converge vers quelque chose d'unique. Hein. Très C'est bien. Et c'est ton aussi livre pour qui le ça. montre. Tu C'est pour montres ça que tout. les religions arrivent à un monothéisme, c'est-à-dire il n'y a qu'un Dieu. Alors on peut le voir de certaines façons, les Juifs le voient d'une façon, les chrétiens d'une autre, et les musulmans, mais ils sont comme les aveugles autour d'un éléphant. La réalité, elle est unique, voilà, elle est unique. Hein. On a plusieurs prismes dessus. C'est pas la peine de se battre. Faut plutôt échanger entre soi pour compléter sa vision du monde, quoi. Hein. Comme disait un célèbre penseur, celui qui ne connaît que son métier ne connaît pas son métier. Et moi, je l'ai extrapolé à la religion. Celui qui ne connaît que sa religion ne connaît pas sa religion parce qu'il n'en perçoit, il n'a qu'une vue partielle de la chose Et, qui est étudiée. et donc là, tu nous donnes des éléments de compréhension des différentes religions dans ce Oui, premier oui, chapitre. de la convergence des religions. Et Oui. ensuite, je donnerai la même, mais avec les scientifiques. Les scientifiques, ils veulent une équation unique, ils veulent une unification des interactions, ils veulent une unification des descriptions mathématiques
des objets, de la matière, des ondes, des champs de gravitation, et il voudrait avoir cette description unique. Donc, D'accord. les religieux et les scientifiques cherchent la même chose, l'unité, l'unification. Voilà. Très bien.